atomes. L'exemple ici, quand vous prenez NH3, donc l'azote, comme vous le savez, a un doublet libre. Le doublet libre, ce sont 2 électrons. Et quand vous avez H+, le proton, H+, c'est l'hydrogène qui a perdu son électron. Donc H+ a besoin de 2 électrons pour remplir sa couche externe. L'azote possède ces 2 électrons. Eh bien ici, l'azote va partager ces 2 électrons avec l'hydrogène. Il va les donner, donc en étant un donneur, vers l'hydrogène et on forme ici NH4+. Donc, au niveau de la formation de cette liaison, nous avons l'azote qui va donner les 2 électrons et nous avons le proton qui va accepter les 2 électrons. On parle donc d'une liaison donneur-accepteur, qu'on appelle aussi liaison de coordination ou qu'on appelle liaison dative. Donc là, c'est un ensemble de liaisons qu'on peut retrouver dans certaines molécules dans lesquelles les 2 électrons qui forment la liaison sont apportés par un atome et le deuxième atome accepte ces 2 électrons. Donc, quand on parle de liaison dative, c'est sur l'origine de la formation de la liaison. Par exemple, ici, dans cette liaison, l'azote a donné les 2 électrons à l'hydrogène. Mais une fois que la molécule est formée, quand on a ici la liaison entre l'azote et cet hydrogène, il y a aussi 2 électrons. Donc, au niveau de la molécule, on ne saura plus lequel des hydrogènes. Est-ce que c'est celui-là qui a accepté les 2 électrons ou est-ce que c'est celui-là ou bien c'est celui-là, puisque entre l'azote et cet hydrogène, on a aussi 2 électrons. Une fois que la molécule est formée, on ne peut pas dire que l'atome, sur tel atome, il y a eu la liaison dative parce que les 4 liaisons deviennent identiques. Liaison dative, liaison de coordination, liaison donneur-accepteur, c'est une liaison qui est formée par un donneur d'électrons et un accepteur d'électrons. La liaison ionique. Ionique, donc ici le mot ion. Quand on parle d'un ion, ça peut être un cation chargé positivement ou un anion chargé négativement. Donc, dans ce type de liaison, on se trouve avec 2 entités des ions qui ont des charges opposées. Il y a donc une interaction électrostatique entre les ions. Ici, vous avez le CH3, CO, O-, et vous avez d'un autre côté le Na+. On a 2 ions, le CH3COO- chargé négativement, le sodium chargé positivement. Il y a une attraction électrostatique entre le plus et le moins. Cette interaction nous permet d'avoir une liaison entre ces 2 ions, entre ces 2 entités. Cette liaison, donc, elle n'est pas obtenue par un recouvrement d'orbital atomique, comme ce qu'on avait vu pour les liaisons covalentes, par exemple. C'est beaucoup plus l'attraction électrostatique,
Mais quand on voit la charge négative, donc la charge négative, c'est une concentration d'électrons. La charge positive, c'est un manque d'électrons. Donc, il y a toujours cette notion de partage d'électrons entre les molécules. Mais par contre, l'effet le plus important dans la liaison ionique, c'est cette interaction entre les charges, plus et moins. Cette interaction, elle est faible, ce qui va nous donner des liaisons faibles. Une liaison faible, c'est-à-dire qu'on peut la casser, qu'on peut séparer les deux atomes, les deux ions facilement. Par exemple, si vous mettez ici, donc là ce sont des sels, si vous mettez NH4Cl dans l'eau, donc ici on a automatiquement, ça se sépare en NH4+ et Cl-. Donc les deux, une liaison faible, on peut les séparer facilement. C'est le cas des sels. Donc généralement, les sels, une fois mis dans l'eau, on peut les séparer en cations et en anions. La liaison hydrogène. Alors, la liaison hydrogène, c'est une particularité au niveau des molécules organiques et elle a été découverte par les propriétés des molécules. La présence de cette liaison hydrogène introduit au niveau des molécules organiques des propriétés physiques et ou chimiques qui sont caractéristiques de cette liaison. Alors, comment se forme cette liaison hydrogène? La liaison hydrogène, comme son nom l'indique, elle est liée à l'atome d'hydrogène. Alors, quand vous avez l'atome d'hydrogène qui est lié à un atome plus électronégatif, si on prend ici le CH3OH, vous avez une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Pour former cette liaison entre l'oxygène et l'hydrogène a un électron, l'hydrogène a un électron. Le partage des deux électrons me donne une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc les deux électrons ici qui forment la liaison. Eh bien, quand les deux atomes sont de même électronégativité, si je prends une liaison entre deux atomes de carbone, eh bien, les deux électrons qui forment la liaison sont bien partagés entre les deux atomes. Mais par contre, quand l'électronégativité est différente, c'est le cas de la liaison entre O et H, il est plus électronégatif. Électronégatif, il attire les électrons, il va donc attirer les électrons vers lui. Et donc, au niveau de cette liaison, dans cette molécule, au lieu que les deux électrons soient bien partagés entre l'oxygène et l'hydrogène, les deux électrons sont plus proches de l'atome le plus électronégatif. En conséquence, eh bien, l'oxygène a gagné un petit peu de la charge moins de l'électron de l'hydrogène et en même temps, l'hydrogène qui a perdu un petit peu de son électron va gagner une charge plus, une charge partielle. Eh bien, l'existence de cette charge partielle sur l'hydrogène, plus, cette charge delta plus, et comme vous le savez, l'hydrogène, c'est l'atome le plus petit, c'est le premier atome, il a un électron. Eh bien, s'il est proche d'une zone chargée négativement, comme ici, un oxygène, il y a une attraction électrostatique entre la charge moins et la charge plus de l'hydrogène. Et on obtient une liaison à grande distance qu'on appelle ou qu'on va appeler liaison hydrogène. La liaison hydrogène, elle est liée à l'atome d'hydrogène. Elle est obtenue quand l'hydrogène est lié à un atome électronégatif.
il y a apparition de charge partielle plus sur l'hydrogène. L'hydrogène étant de petite taille, il peut se lier à des zones où il y a une concentration de charge négative. Ce n'est pas une liaison covalente, ce n'est pas une mise en commun d'électrons. Ce n'est pas une liaison ionique parce qu'on n'a pas la charge totale, on a une charge partielle, une petite charge. Et cette liaison, donc, elle se fait à grande distance et c'est une liaison qui est faible, mais qui apporte des modifications au niveau des propriétés physiques ou des propriétés chimiques de la molécule. C'est la liaison intermoléculaire ou intramoléculaire. Intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules. Intramoléculaire, c'est-à-dire dans la même molécule. Dans ce premier exemple, nous avons ici une molécule, le CH3OH, le méthanol, et une deuxième molécule de méthanol, CH3OH. Entre ces deux molécules, nous avons une liaison hydrogène. Dans certains cas, dans la même molécule, ici on a une même molécule dans laquelle on a une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Les électrons sont plus proches de l'oxygène, donc l'apparition de charge, delta moins, et delta plus sur l'hydrogène. Dans la même molécule, nous avons un azote. L'azote, comme vous le savez, a un doublet libre. Le doublet libre, ce sont deux électrons. C'est une zone qui est riche en électrons. Elle est donc chargée négativement. Nous avons une zone chargée négativement qui a une attraction vers une zone chargée positivement. On forme une liaison hydrogène. La liaison hydrogène dans la même molécule, c'est une liaison intramoléculaire. C'est clair? Des questions avant qu'on passe à autre chose? Vous êtes toujours là? Si vous avez des questions? Non, monsieur. D'accord, c'est bon? C'est parfait. Donc, quand on parlera de liaison entre les molécules, il y a différents types de liaisons. Pour les molécules organiques qui nous intéressent, donc on va surtout trouver des liaisons covalentes. Liaison covalente, c'est-à-dire la liaison sigma ou la liaison pi. C'est un recouvrement d'orbital atomique, c'est un partage d'électrons. La liaison sigma, c'est un recouvrement axial. La liaison pi, c'est un recouvrement latéral. Mais on peut aussi trouver des liaisons ioniques, des liaisons donneur-accepteur ou des liaisons hydrogènes. Donc ça, ce sont les plus importantes. En chimie, il y a plusieurs types de liaisons, mais on se focalisera surtout sur ces liaisons-là. Alors maintenant, on va s'intéresser aux formules en chimie organique. Formule. Donc, quand on parle de formule, c'est écrire une molécule en utilisant des symboles. Donc, quand on veut écrire l'atome de carbone, on le représente par la lettre C. En réalité, le carbone, ce n'est pas une lettre C. Le carbone, c'est un noyau avec 6 électrons qui tournent autour. Et pour le schématiser, pour l'écrire, pour transmettre l'information, on utilise des symboles
On va représenter l'atome de carbone par la lettre C, l'atome d'azote par la lettre N, l'oxygène par O, et ainsi de suite. La liaison, on la représente par un trait qui relie les deux atomes. En réalité, il n'y a pas un trait ou une chaîne qui lie les deux atomes. Les deux atomes sont liés par des attractions et des répulsions parce qu'ils veulent se partager les électrons. Donc, il y a des interactions entre les noyaux et entre les électrons. C'est ce qui permet d'avoir la liaison, mais en réalité, la liaison n'est pas représentée par un trait. C'est donc un symbole à partir duquel on représente la molécule. Alors, pour que ces schémas symboliques, en utilisant des symboles, soient uniformes entre tous les chimistes, pour que quand je fais une représentation d'une molécule, tout le monde peut comprendre ce que je veux dire par les symboles en représentant la molécule. Quand j'écris C, eh bien, nous tous, on comprend qu'il s'agit d'un atome de carbone. Et quand on écrit H, on est tous conscients qu'il s'agit d'un atome d'hydrogène. Eh bien, quand on va représenter les molécules, il faut que ces symboles avec lesquels on représente les molécules soient identiques pour toute la communauté scientifique. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de mettre nos idées fixes sur la représentation des molécules. Donc, quand on veut écrire une molécule, la première des choses qu'il va falloir respecter, c'est la valence d'un élément. On a vu la valence, elle représente le nombre de liaisons que peut former un atome, c'est-à-dire le nombre d'électrons célibataires. Quand on prend l'atome de carbone, dans son état fondamental, il a 2 électrons célibataires, mais dans son premier état excité, il en a 4. Il peut former 4 liaisons. Il a 4 électrons, 2, 3 et 4. Ça veut dire que le carbone peut former 4 liaisons. Eh bien, en représentant une molécule organique, en écrivant la formule d'une molécule organique, l'atome de carbone doit avoir 4 liaisons. Si j'ai une molécule dans laquelle l'atome de carbone a 3 liaisons, ou l'atome de carbone a 5 liaisons, ça veut dire que la molécule est incorrecte. L'atome de carbone doit avoir 4 liaisons. De la même façon, l'atome d'azote a une valence égale à 3. L'azote doit avoir 3 liaisons. Il a aussi un doublet. L'oxygène en a 2. L'hydrogène a un électron célibataire, il ne peut former qu'une seule liaison. Donc là, il faut respecter les valences des différents atomes. Alors, on commence par la formule brute. La formule brute, comme vous le savez, elle indique le type d'atome. J'ai ici une formule brute du pentane. Elle indique que le pentane est constitué de carbone et d'hydrogène, donc le type d'atome. Et elle m'indique aussi que le carbone, que la molécule contient 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Donc aussi le nombre d'atomes. Donc l'information qu'on peut avoir à partir de la formule brute, c'est tout simplement le type d'atome qui constitue la molécule et le nombre de chacun d'atomes. Mais il ne nous donne aucune information sur la constitution de la molécule. Elle n'est pas suffisante pour bien connaître la molécule. C'est une information, mais elle n'est pas suffisante. Il faut avoir plus de détails sur la molécule. Alors, pour une même formule brute, C2H6O, on peut avoir une molécule dans laquelle j'ai un carbone
lié au carbone lié à l'oxygène, c'est un alcool, ou le carbone lié à l'oxygène est lié au carbone. On voit bien que ces deux molécules ont la même formule brute de carbone, 6 hydrogènes et un oxygène, mais les deux molécules sont différentes. Et on a pu les différencier par ce qu'on appelle une formule développée. La formule brute nous renseigne sur le type d'atome et le nombre d'atomes, mais par contre, la formule développée va nous renseigner ici sur la structure de la molécule. Définition. Les deux molécules que nous avons ici ont la même formule brute, mais les deux molécules sont différentes. Des composés de même formule brute, mais de formules développées différentes, sont appelés isomères. Donc ce mot, vous le connaissez, il faut le retenir. C'est important dans l'étude des molécules organiques. Deux molécules de même formule brute, mais ayant des propriétés différentes, donc de structures différentes, de géométrie différente, sont appelées isomères. Les différentes formules brutes qu'on peut avoir, donc on va essayer de les voir ensemble. Il y a d'abord ce qu'on appelle formule développée plane. Alors, dans la formule développée plane, on va représenter toute la molécule. Donc, on représente tous les atomes et toutes les liaisons. Vous avez cette formule brute qui peut être représentée comme ça. On écrit tous les atomes et toutes les liaisons. Et tout est représenté dans le plan. Alors, quand on compare ces trois molécules, donc celle-là, avec celle-là et avec celle-là, alors ici, entre ces deux molécules, on a le chlore ici. Le chlore maintenant est là. Mais par contre, si vous comparez les molécules, vous avez l'oxygène qui est lié au carbone, qui est lié au carbone, qui est lié au chlore. Vous avez l'oxygène lié au carbone, lié au carbone, lié au chlore. Les deux molécules sont identiques. Mais par contre, si je compare ces deux molécules, ici, je vois que l'oxygène se trouve sur ce carbone, alors qu'ici, l'oxygène se trouve sur le carbone qui contient le chlore. Ici, j'ai un autre carbone qui contient le chlore. Donc, les deux molécules sont différentes. Par la représentation ici de la formule développée plane, ça nous permet de différencier les molécules. Molécules de même formule brute. Dans la représentation, on peut avoir la même molécule, mais écrite différemment. Mais on peut aussi avoir des molécules différentes. La formule développée spatiale. Spatiale, ça veut dire on fait une projection de la molécule, mais dans cette projection, on montre les positions dans l'espace. Alors, dans le premier exemple qu'on a ici, quand on met les liaisons directement, on sait qu'on a ici un carbone sp3. Pour le carbone sp3, on sait que les liaisons sont dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Elles ne sont pas dans le plan, toutes les quatre liaisons. Si deux liaisons sont dans le plan, deux autres liaisons vont être en avant et en arrière. Eh bien, ces positions dans l'espace peuvent avoir une importance sur les propriétés de la molécule
et sur sa réactivité. Pour certaines molécules, on est obligé de montrer ses positions dans l'espace. Donc, tout en faisant une projection dans le plan, on montre les positions dans l'espace. C'est le cas de ce carbone, par exemple, hybridé sp3. Il y a 4 liaisons. En le représentant dans cette projection qu'on va appeler projection spatiale, on montre que la liaison entre le carbone et l'oxygène est dans le plan. Entre le carbone et le carbone est dans le plan. Par contre, le chlore se trouve en avant du plan. Si le chlore était en arrière du plan, la molécule sera différente. Donc, il est important, tout en faisant la projection, de montrer les positions des atomes dans l'espace. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler formule développée spatiale. Les deux formules que nous avons ici, la formule plane ou spatiale, développée, ça veut dire que dans ce type de formule, on va écrire tous les atomes et toutes les liaisons. Alors, pour des molécules simples constituées de peu d'atomes, c'est faisable, mais on peut avoir des molécules organiques constituées de plusieurs atomes. Eh bien, là, ça peut devenir plus volumineux pour représenter des molécules donc constituées de 20, 30 atomes, de dessiner tous les atomes et toutes les liaisons. Mais par contre, on peut comprendre aussi qu'au niveau d'une molécule, un carbone hybridé sp3 qui contient 3 hydrogènes, un CH3 par exemple, dans cette molécule, quand on écrit le CH3, donc on sait très bien que le carbone étant hybridé sp3, les 3 hydrogènes vont être dirigés vers les sommets d'un tétraèdre, H, H et H. Cette géométrie, elle est connue, on n'y revient plus. On le remplace par CH3. En écrivant CH3, on comprend bien qu'il s'agit de cette structure. Et donc, on va simplifier l'écriture des molécules et on utilise ce qu'on appelle des formules semi-développées. Au lieu que la formule soit développée, on va la représenter par des unités qui sont faciles à deviner. CH3, CH2, NH2. Donc là, c'est plus facile d'écrire cette molécule. On voit bien que le carbone ici est hybridé sp3, on connaît sa géométrie. L'azote est hybridé sp3, on connaît aussi sa géométrie, donc on n'est pas obligé de développer la molécule. Donc on a ce qu'on appelle les formules semi-développées. Alors l'écriture simplifiée. Les molécules organiques, donc on a vu qu'ils sont constitués en grande partie d'atomes de carbone. On retrouve aussi l'hydrogène, certains atomes comme l'oxygène, comme l'azote, les halogènes, certains métaux et ainsi de suite. Mais en particulier, la molécule organique est constituée de carbone et d'hydrogène. Donc l'idée, au lieu de continuer à écrire la molécule, surtout pour des molécules qui sont plus volumineuses, on peut représenter la molécule d'une façon plus simple.
C'est ce qu'on appelle l'écriture simplifiée. Alors, pour avoir l'écriture simplifiée, alors vous avez, par exemple, cette molécule, elle est constituée de carbone et d'hydrogène. C'est un CH3. Ici, vous avez un CH2 3 fois.